Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. À exercice du jour, on commence comme d'hab par le Bitcoin. On regarde en daily ce qu'il y a, donc une journée d'hier assez rocambolesque, cassure du plus bas, cassure du plus haut, clôture négative mais proche du prix d'ouverture. En gros, gros merdier, on ne sait pas si c'est acheteur ou si c'est vendeur. Alors je ne sais pas si c'est l'esprit consensus qui est venu foutre la merde ou non. Tout ce que je vois, c'est que pour l'instant, celui qui saura vous dire ce que va faire le Bitcoin aujourd'hui est un bien gros et bien beau menteur, puisque franchement, honnêtement, il est quasiment impossible de dire ce qui va se passer aujourd'hui. Soit on franchit la résistance d'hier pour aller légèrement plus haut, et je pense que dans ce cas-là, on ouvre la constitution d'un support ici avec donc plusieurs mèches basses, et dans ce cas-là, ce sera probablement pour se rediriger en zone haute, avec donc une zone de trading neuneux à placer ici. C'est-à-dire en fait, je place une stratégie trading range ici, et dans ce cas-là, moi en tant que vendeur, ça ne m'intéressera pas de me repositionner tant qu'on ne sera pas au-dessus de la zone de trading neuneux, c'est-à-dire un minimum à 9003 avec éventuellement un prix intéressant à choper au-dessus de 9005 et en dessous de 9007. C'est-à-dire soit on vient chercher la zone de vente, ici je short une nouvelle fois, qu'en gros on revient visiter cette résistance-là. Okay, moi je la vois bien comme ça. Hein. C'est-à-dire vraiment, si on revient visiter ça, ça m'intéresse, c'est clair. Voilà. Donc moi, les deux zones de prix qui m'intéressent à vendre sont celles-ci. Soit 9648, soit 9325. Voilà. C'est les zones sur lesquelles, pour ma part, ça me semble intéressant de se positionner en tant que vendeur. Encore une fois, ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est-à-dire, si on est dans une stratégie de range, c'est là, ça me permettra d'avoir des retracements profonds. L'autre option, c'est qu'on est bear, point barre, qu'aujourd'hui on se rattaque à la mèche basse d'hier, et dans ce cas-là, aujourd'hui ou demain, hein, on peut très bien aujourd'hui faire une journée complètement plate et seulement demain se réattaquer au support. Voilà. Hein. Moi, ça me semble tout à fait possible. On va le regarder, d'ailleurs, vous le verrez dans la stratégie quand on va passer sur le time frame inférieur. Mais voilà, je voulais d'abord vous faire constater donc ceci, qui est donc tout simplement un bon gros doji. Et on va faire un tour en weekly, et vous allez voir qu'en weekly, voilà, hein, quand vous avez un truc comme ça, vous avez plutôt tendance à penser que il va falloir s'accrocher en tant que boule pour remonter. Hein, voilà. C'est-à-dire c'est vraiment là, il faut vraiment que le consensus soit super boule, votre truc machin de consensus, pour que ça fasse remonter les prix. Moi, je pense que malheureusement, là, on a plus de chances d'aller enfoncer, et je vois maintenant qu'on a bien rangé. Pour moi, les 9007, les 7009 ne vont pas tenir. C'est-à-dire que là, si on rebaisse, on repart sur une semaine probablement à moins 15, moins 20 sur le Bitcoin. Voilà, on passe en 2 heures et on regarde les signaux. D'accord ? Donc, voilà ce que j'ai. Moi, je vais être franc. Donc, j'attends plusieurs choses. Comme j'ai eu un double TP hier, je me suis exécuté. C'est-à-dire que j'ai pris mes profits. Je ne suis plus vendeur, là. Actuellement, dans le marché, je suis out. Parce que je ne sais pas dans quel cadre on est. J'ai 2 cadres possibles. Premier cadre, celui dont on vient de parler, celui où on va se rediriger vers les résistances, et dans ce cas-là, c'est ces prix-là qui m'intéressent à revendre, dans des zones de prix intéressantes pour des vendeurs. Maintenant, encore une fois, ça, ce serait pour avoir des bons prix vendeurs, mais ce n'est pas ce qui m'intéresserait le plus. Ça voudrait dire que les vendeurs ne sont pas non plus en toute puissance, puisque les acheteurs auraient réussi à les repousser donc dans les retranchements. Moi, ce que j'aimerais voir aujourd'hui, par contre, c'est une belle grosse merde acheteuse, c'est-à-dire ça tente de tenir à l'intérieur de cette zone-là aujourd'hui. On fait un peu de bruit, on peut éventuellement essayer de s'installer dans la zone de trading de nœuds, mais ce n'est pas vraiment ce que j'espère. Moi, j'aimerais juste avoir un bon gros bruit comme ça, un bon gros bruit, et en fin de journée, on essaie de tout péter au sud, fin de journée ou plus tard. Hein, voilà. Et je pense que, de toute façon, ce support-là, derrière, ne fera pas son job. C'est-à-dire que moi, je m'attends sans problème, par contre, à un truc plutôt comme ça. Voilà. C'est-à-dire, effectivement, en termes de Bitcoin, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je vais vous donner, pour plusieurs raisons, pourquoi je pense qu'on se dirige vers cette zone-là. Mais encore une fois, là, tant que je n'ai pas de nouvelles informations, je préfère ne plus être vendeur de ce marché. Voilà. Tout simplement parce que j'ai eu un TP. Donc moi, je veux soit à nouveau un signal vendeur, je reprendrai le train vendeur sans hésitation, soit je veux qu'on revienne chercher le cycle TP. Donc si on revient chercher ce nouveau support, je le dégomme à la vente. Ici, je gère mon risque et je revendrai probablement ce niveau qui sera devenu probablement résistant. Donc ça, c'est le décompte vendeur. Dans ce cas-là, on aurait quoi ? 1, 2, 3, 4, en pas tout à fait overlap de la une, il faudra s'attendre à une vague 5 étendue. D'accord ? Donc derrière, une vague 5 qui fait généralement au minimum 161% de la vague 3. Et ça nous amène où ? Sur le support majeur. Mais encore une fois, c'est un minimum 161. On peut très bien faire 200 ou 261. Et là, ça fait mal. J'aime autant vous dire qu'ici, les boules, ils vont commencer à saigner. Donc on va voir un peu le délire, mais moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. C'est-à-dire, en fait, là, un marché qui peut sans problème vous enfoncer le couteau et faire bien mal. C'est-à-dire, on vient là et derrière, on commence à verticaliser le mouvement. Et le Bitcoin est très fort pour faire ça. Première vague,
faiblement pentue, deuxième vague un peu plus pentue, mais ici on n'a fait que 127% de la une, donc ça ne peut pas être une vague étendue. Hein. Voilà. Regardez le délire, le Bitcoin, là on a fait 127%, même pas, je crois qu'on a fait entre 100 et 127. Voilà. Donc, voilà, exactement. Ça veut dire que la vague 3 n'est pas une vague étendue. Une vague étendue fait au minimum 127 et à peu priori la plupart du temps 161 de la vague 1. Donc là on n'est pas dans une vague 3 étendue, ce qui veut dire que si on est dans un décompte baissier, c'est la prochaine vague qui va baisser, péter des supports et évidemment déclencher des baisses de prix massives. Donc faites attention. Si on est dans un décompte baissier, c'est la prochaine vague qui va faire mal. Sinon, encore une fois, il peut y avoir un décompte acheteur. Moi, je ne suis pas, pour l'instant, extrêmement vendeur. Je suis dans le camp vendeur pour les raisons que vous connaissez, parce qu'en daily, c'est vendeur pour moi. Mais ça, ce n'est pas garanti. On peut très bien, dans ce cas-là, être dans une structure A, B, C, et être dans un marché acheteur. Mais dans ce cas-là, je veux qu'on arrive à tenir le bottom dans cette zone de prix. Là, écoutez bien, aujourd'hui, je vais vous donner un truc intéressant et important. Donc voilà, ça c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un trend Fibonacci time, c'est-à-dire que vous venez ici, ils ont appelé ça comment? Voilà, trend-based Fibonacci. Okay, c'est un outil qui est tout con, d'accord, dont le but, en fait, c'est de tracer un Fibonacci avec le temps. Voilà, c'est-à-dire, en fait, j'ai pris le point d'origine qui a initié la phase de hausse, et en fait, ça, c'est 38% du temps, ça, c'est 61% du temps qu'on a mis. D'accord? Est-ce que vous comprenez le principe? C'est-à-dire que regardez, si je reprends ce truc-là, voilà, si je viens le placer là, alors évidemment il ne veut pas. Ah oui, non, c'est pas le bon que j'ai pris. Voilà, c'est celui-là. Hop. Si je place ce point à l'origine, voilà. En fait, parmi tout le temps qu'on a mis sur cette tendance, 38% ça se trouve là, 61% ça se trouve là. D'accord? Ok? Jusque-là, on est d'accord. 50%, on est bien à la moitié de la tendance qui a été initiée. Maintenant, là, je l'ai donc remis sur le point de terminaison. C'est-à-dire je reporte l'amplitude de mon range, et généralement, la structure consolidante se termine entre 38 et 61% de la durée de l'impulsion haussière. Donc, si on a un marché haussier, d'accord, je vais vous marquer le décompte haussier, pour moi, voilà comment ça doit se produire. Merde, bon, là j'ai un peu merdé, on va recommencer. Voilà comment ça doit se produire. Ok, réduction de la volate, et ici, hop là, voilà. Et là, rappelez-vous encore une fois, c'est quoi comme schéma? C'est le schéma que je vous avais défendu à l'époque. Je vous ai dit, je suis prêt à acheter le Bitcoin sous une condition, si on fait un cup and handle. Mais dans ce cas-là, je veux voir une belle anse, c'est-à-dire je veux voir un beau rounding bottom ici, la même chose que ce qu'on avait fait là. Voilà. En fait, je veux voir la même structure qu'on avait là se reproduire ici, et là, je suis prêt à passer acheteur sans problème. Là, je paierai tous les franchissements de résistance, et je pense que derrière, on peut sans problème revenir chercher le niveau de break, c'est-à-dire les 13 500. C'est-à-dire qu'en daily, si on franchit ce bear, pour moi, il n'y a plus de frein dans ce marché avant la zone de break, c'est-à-dire les 14 000 $. Et là, je serais prêt à acheter du Bitcoin, sans problème. Mais vraiment sans problème. Même s'il faut payer 10 000 $ un Bitcoin, dans ce cas-là, je le ferai. Pas pour du buy and hold à long terme, mais en tout cas, je prendrai la phase spéculative à la hausse de 10 000 jusqu'à probablement 13 000 14 000. Mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit le scénario à favoriser. On va voir, hein, encore une fois. Pour l'instant, vraiment, je suis dans un schéma où je suis très hésitant. Je n'ai pas de fortes convictions qui me permettent de dire c'est ça le truc. Voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Mais tout ce qu'il y a, c'est que je sais que si jamais ça doit être acheteur, je n'ai pas besoin de sauter sur la patate chaude, on ne repartira pas tout de suite, parce qu'il va falloir constituer un bottom beaucoup plus long. Donc moi, la question, c'est de savoir si les acheteurs vont réussir à tenir ce support-là aussi longtemps. S'ils y arrivent et qu'ils franchissent les résistances, j'insiste bien là-dessus, je passerai dans le camp acheteur. Si les acheteurs échouent à tenir ce support, que les bears prennent la main, je pense qu'on va vous tirer sous les 6 000 $. Enfin, vous tirez proche des 6 000 $, voire légèrement en dessous. Maintenant, c'est ma vision. Voilà. C'est-à-dire que je pense si on est bear, on est dans un mouvement qui va vraiment verticaliser, avec donc première vague faiblement pentue, troisième vague plus pentue, la cinquième le sera encore plus que la 3. Donc on aura vraiment quelque chose qui, à mon avis, partira assez vertical. Voilà. En gros, c'est dump. Il y aurait un gros dump à venir sur le Bitcoin. Mais encore une fois, pour avoir ça, moi, je préfère rester maintenant prudent. C'est-à-dire que j'ai encaissé mes gains en tant que vendeur et j'attends de savoir ce que le marché me donne comme nourriture sur les prochains jours. Pour l'instant, je ne sais pas.
Les autres cryptos, bah, même chose, hein, on va les couvrir très rapidement, mais voilà, pour moi, il n'y a pas encore une fois de scénario ni de timing acheteur dans un truc pareil. Même chose, hein, là on est toujours en overlap 1-4, si ça échoue ici et qu'on repart vers les supports, même chose ici, ce sera 1, 2, 3, 4, 5 avec une grosse vague bien baissière qui retournera sur les mêmes supports. Donc vraiment faites attention, je ne pense pas que ce soit un marché haussier. En tout cas, tant qu'on ne m'a pas prouvé que c'en est un, je préfère rester extrêmement prudent sur les éventuels achats, que ce soit crypto, alt, voilà. Donc ça, je peux le supprimer, hein, je ne pense pas que ce soit le schéma en cours. Je pense vraiment que si on est dans un schéma de tendance baissière, on va voir s'imprimer 5 vagues et que malheureusement, dans ce cas-là, eh ben, on est déjà parti pour une vague étendue et que celle-là, elle va faire mal. Voilà. Parce que là, même chose. Je ne pense pas qu'on aille forcément faire un nouveau plus bas sur les altcoins. D'accord ? C'est-à-dire que ici, si on met le 161, voilà, ça nous amène dans une zone là. Donc je dirais qu'effectivement, cette zone-là peut être considérée comme support. Et vous voyez que là, ça ne nous amène pas sur un nouveau plus bas. Donc attention, moi je pense que les altcoins, et de toute façon dans cet indice, l'Ethereum est le plus fort, est le plus fortement pondéré, et on en parlait hier soir donc dans, dans le Trading Point, que l'Ethereum est plus fort que le Bitcoin en ce moment. Donc effectivement, il est possible que sur l'indice crypto ici, fortement pondéré en Ethereum, on n'aille pas faire un nouveau plus bas, alors que le Bitcoin, lui, pourrait aller faire un nouveau plus bas. Voilà. Moi, je vous l'ai dit, hein, de toute façon, si vous voulez acheter des Ethers ou des altcoins, c'est plutôt par là que c'est intéressant sur des niveaux de retracement. Et là, effectivement, je suis tout à fait favorable à des scénarios acheteurs. Ici, c'est complètement débile d'acheter. On est en train de tester des résistances. Tous ceux qui ont acheté ces prix-là, bah, aujourd'hui, sont en perte et sont en mode espoir qu'on va repartir to the moon. Hein. Voilà. Pour la partie crypto, c'est terminé. On passe à ce qui m'intéresse le plus en ce moment, le gold. Stop déclenché. Je ne veux pas savoir ce qui se passe sur le gold, mais ça ne me plaît pas du tout. Soit on repart haussier, et dans ce cas-là, ça m'intéresse, mais je veux qu'on ressorte de la zone bleue. C'est-à-dire, je veux vraiment que là, hop, pouf, on reparte sur quelque chose d'haussier. Le risque sur le gold, c'est qu'effectivement, on ait fait 1, 2, 3, 4, 5, et dans ce cas-là, on vient de chercher une 5 pour piéger des acheteurs. Donc moi, ce qui m'intéresse sur le gold, c'est la zone des 1300 $ maintenant, légèrement en dessous. Donc 1294, si j'ai un signal d'achat ici, je prends, sinon je laisse tomber le gold, ça ne m'intéresse plus. Je ne pense pas que ce marché soit bear, mais encore une fois, je ne peux pas trader un marché qui baisse à l'achat. Ce marché-là me donne des signaux vendeurs clairs et nets. Je ne peux pas le trader à l'achat. J'ai envie de le voir monter, mais encore une fois, là, tout m'indique qu'il va poursuivre sa baisse, donc je n'achète pas pour l'instant. Ça ne veut pas partir, on a passé trop de temps ici, le fait qu'on répète des supports hier, c'est très mauvais signe. Je vous montre en daily, hein, voilà, un truc comme ça ne donne pas du tout envie d'acheter. C'est-à-dire bougie méchée le vendredi, hier on tente, et on échoue, on vient clôturer au plus bas. Aujourd'hui on enfonce le clou, je pense que cet actif-là est parti pour aller chercher les 1294. C'est donc ici pour moi que ça m'intéresse. Tant que cette dynamique-là n'est pas invalidée, je ne reprends pas l'achat sur le gold. Par contre là on revient chercher la mèche, j'y vais et x2. Hein, voilà. Mais pour l'instant, non. Je pense qu'on se redirige vers le support, on se redirige vers les mèches de la semaine dernière, ce qui n'est pas du tout bon signe. Je n'achète pas. Voilà. Je n'achète pas pour l'instant, c'est trop dangereux le gold, je préfère déclencher les stops. De toute façon, je vous ai fait part déjà de mes inquiétudes en fin de semaine dernière, j'ai déjà commencé à alléger en fin de semaine dernière avec des gains, là j'allège avec des pertes. Je déclenche donc les stops et le gold, tant pis, mais il faut s'arrêter là. Pour ma part, je pense que c'est trop risqué en l'état. Le gaz, ça par contre c'est une autre histoire. La journée m'intéresse beaucoup aujourd'hui. On a un bon gros cluster de résistance au-dessus de nous. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça va se comporter. Alors je vais essayer de tracer mon canal plutôt haussier. Voilà. Hop, hop. Donc voilà, pour moi, il y a plusieurs objectifs là, évidemment. On a un gros cluster de résistance au-dessus de la tronche. Je pense qu'on devrait s'en affranchir. Maintenant, la question, encore une fois, c'est quand. Là, dès qu'on trouve le timing à l'achat, je pense que ça va y aller. Regardez encore une fois, à chaque fois que le volume se positionne, POC, 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 c'est toujours sur les supports. Je pense que c'est un actif qui veut monter, mais il attend de trouver les déclenchements. C'est-à-dire que là, dès qu'on franchit les résistances, je pense qu'on part sur des hausses assez fulgurantes, des trucs voilà, de 10% en 1 ou 2 jours. Un peu comme ça, là, voilà, où ça partira en mode euphorie et puis tout le monde courra après les prix. Donc encore une fois, le gaz, je vous l'ai toujours dit, il faudra anticiper le mouvement au risque de se faire démonter par un marché baissier. C'est un peu comme le gold. Hein. C'est-à-dire que là, si jamais ce marché venait à retomber vers les supports, je pense qu'il faut déclencher des stops et accepter que tout simplement, ça ne marche pas.
Mais encore une fois, c'est des stratégies anticipatives, ça veut dire risque, ça veut dire pas de levier, et ça veut surtout dire que quand ça déclenche, on prend des gros gains. Voilà. Moi, il est clair et net que là, si on déclenche et que le gaz prend 10-12%, tous les algos vont se déclencher en même temps, ce qui fait qu'on aura très probablement une hausse de prix qui se fera en quelques heures, et tout le monde va courir après les prix. Moi, évidemment, en anticipation, je serai donc largement installé confortablement. Je n'aurai pas besoin de courir après les prix et d'avoir des tradings de type réactionnel. L'autre chose, allez, aujourd'hui, j'ai vendu le Hang Seng. Donc j'ai revendu le Hang Seng ce matin. Je vous débriefe ça en toute transparence. Pourquoi est-ce que je me rattaque au Hang Seng? Ben voilà, aujourd'hui, séance où on ouvre direct en haut, ça baisse, et on clôture tout en bas au Hang Seng. On ferme le gap d'hier, ce qu'on appelle donc un gap d'essoufflement. On en a deux autres ouverts sous les pieds. Il y a deux scénarios, d'accord? Donc l'option numéro 1, option haussière, on vient tester le gap précédent, il fait support, on revient chercher la résistance. D'accord? Donc dans ce cas-là, il y aura petite tergiversation et franchissement de la résistance et déclenchement d'un nouveau stop. Pour moi, ça veut dire que là, j'ai pris un stop win, d'accord? Je me suis fait déclencher sur la séance d'avant-hier, là, en stop win. Donc j'ai pris des gains, je revends aujourd'hui uniquement parce que j'ai ces gains dans la caisse. D'accord? Ce qui fait que si je me fais péter le stop une nouvelle fois, j'aurais juste rien gagné sur le Hang Seng, j'aurais juste rendu tous mes gains. Et c'est un peu con, mais bon voilà, dans ce cas-là, j'aurais joué et j'aurais perdu, ça arrive. Mais je préfère perdre en ne perdant pas d'argent que de rater éventuellement un potentiel gain, parce que là, ça s'annonce très mal. Et je pense qu'encore une fois, tout comme à Wall Street, ça sent la fumisterie, et on va en parler juste après de Wall Street. Mais voilà. Pour moi, c'est ça. Le truc, c'est que là, c'est en train de faiblir à Hong Kong. On échoue en franchissement de résistance. Ce qui nous attend malheureusement pour moi, c'est de fermer l'ensemble de ces gaps les uns après les autres, revenir chercher le niveau de breakout. Et comme c'est un break qui a été très marginalement débordé, je m'attends quand même à un petit pullback, mais je m'attends à ce qu'on revienne en partie basse. Et là, la grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce qu'on remonte ou est-ce qu'on enfonce? Voilà. Et moi, je pense qu'on enfonce. Voilà. Donc ça, c'est mon scénario pour l'instant. C'est-à-dire que moi, je vends, je gère mon risque, et ici, je passe levier et défoncement sur les indices chinois. D'accord? Donc, encore une fois, je vous donne le détail du trade. Donc là, c'est la mise à break-even. Ok, là, c'est ma validation. Si on revient chercher le niveau de break, je valide mon trade. D'accord? Donc, non, pas invalidation, validation. Voilà. Donc là, c'est la validation. Ok? Si on revient chercher le niveau de break, je valide mon trade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que validation, j'abaisse mon stop. Je suis rentré par là. Pour l'instant, mon stop est au-dessus de la résistance là. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir si, hop, si on arrive ici, j'abaisse mon stop au-dessus de la résistance. Je risque déjà plus grand-chose. Ici, je passe stop break-even. En cassure du support, je passe sur les renforts. Comment je peux vous marquer ça? Voilà. Là, je revends. OK. Là, j'encaisse. Et là, je limite. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est ici que j'encaisse les gains, quoi qu'il arrive. Je ne vise pas plus bas que ça. Je vais vous dézoomer pour que vous voyez à quoi ça correspond. Voilà. Donc, en gros, j'encaisse ma target 1 ici sur le support. Parce qu'on peut très bien, vous voyez, quand on arrive dans le bas du canal qu'on a ici, target 1. J'encaisse donc en cassure de ce support. Dès qu'on casse le support, j'ai pris le tout petit support qui se trouve juste en dessous. Pour moi, je m'arrête là. Mais comme je vois qu'on a des gaps qui sont restés ouverts ici, je pense qu'on peut venir chercher la target max, ce qui fait que je garderai une exposition vendeuse. Par contre, une fois qu'on a refermé tous ces gaps, je ne vois pas de demande de prix en dessous, ce qui fait que je pense qu'on s'arrêtera là dans un premier temps sur le Hang Seng. Donc pour moi, Hang Seng, c'est vraiment la baisse jusqu'à la target 1. Pour moi, 80% de chances que ça se produise à partir du moment où on déclenche. Mais voilà, moi ici, j'abaisse mes stops, je gère mon risque. Ici, je risque plus rien. Et si on casse, je déclenche les positions leveragées. OK? Donc pas de leverage, enfin pas de levier, et ça reste spéculatif tant qu'on n'est pas en cassure baissière confirmée. Encore une fois, je veux des clôtures au moins 2 heures sous ces zones de prix, sous ce prix-là, pour pouvoir confirmer effectivement un décrochage vendeur. Je vends les indices américains, même chose, ça a été vendu hier.
la structure de prix pour moi, elle est vraiment en plein essoufflement. Alors on va voir la séance à Wall Street aujourd'hui, mais là on est typiquement dans une séance où ça va faire de l'evening star, sous une résistance, sous un gap que je vous avais donné, hein. Encore une fois, je vous avais donné ce prix en avance, je vous ai dit ce prix je le vends et je ne chercherai pas à comprendre, je vends. Voilà, donc la séance d'hier elle est comme ça. Moi je pense que ça s'annonce mal aujourd'hui à Wall Street. Mal, en tout cas, ça s'annonce plutôt baissier, donc reteste des supports, donc je pense que c'est ce support-là qui va être testé aujourd'hui, cet ancien sommet, 2717, je vous ai donné ce prix dès hier, c'est ici que je gère mon risque, c'est-à-dire qu'en tant que vendeur, j'encaisse mes gains, je paye mon stop à 2717, ce qui se passe ensuite, je m'en tamponne. Donc en fait, après, mon stop est payé, si Wall Street se pète la gueule, tant mieux, si Wall Street revient chercher les résistances et pète mon stop, tant pis pour moi, mais je perds rien, et ça ne m'intéresse pas. Ok, donc Wall Street, je joue les ventes parce qu'on est sur un niveau technique vendeur. Au-dessus de ça, j'ai plus de résistance à viser. Donc au-dessus de ça, ça m'intéresse plus Wall Street. Maintenant, qu'on soit bien clair, ça ne veut pas dire que c'est gagné aussi. Hein. Je peux très bien me faire démonter le stop aujourd'hui. Pour l'instant, mon stop est assez haut. Hein. Voilà, mon stop, il est à 1,5% de mes prix d'entrée. Voilà, donc là, pour l'instant, le stop est là pour moi. Ok, donc même chose, je vais vous donner les niveaux de prix, comme ça vous aurez vraiment tout. Donc le stop, c'est par là. La validation, c'est là. Voilà. Le stop break-even, ce sera ici. Voilà. Dès qu'on arrive ici, je pense qu'il faut se mettre break-even. Hop. Voilà, les renforts vendeurs, pour moi, ça se met par là. Voilà, là, dès qu'on arrive et qu'on bascule sous les supports, je pense qu'il faut y aller. Hein. Cette fois, cette zone-là sera vendue. Hein. Vous voyez qu'on l'a déjà testé en tant que support. Rappelez-vous, un support, on le teste une fois, et une fois qu'il est testé, c'est plus un support. Donc là, on a constitué un support. Revenu le tester, c'est plus un support. On a tenté le break, on a échoué, donc on a constitué un nouveau support ici. Il a échoué là. Là, on va probablement repasser sur un cycle vendeur. Si on repasse sur un cycle vendeur, il n'y a pas de support qui tienne. C'est-à-dire que ça c'est un support, mais une fois qu'on le casse, il n'y a plus de soutien. Voilà. C'est-à-dire que sous la mèche, là, c'est fini. Sous la mèche, c'est terminé. Ça ne fera pas support, ça non plus. Et derrière, boum, on se casse la gueule. On prend tout simplement le canal et je vise l'arrivée dans le bas de canal avec un TP1 ici, sur le premier support, parce qu'on reste quand même sur un actif haussier, donc il faut quand même penser qu'on est dans une consolidation, donc on encaisse sur les supports, mais je vise et je pense qu'on peut aller chercher le deuxième support, celui qui se trouve plus bas. Je vais vous expliquer tout simplement les raisons de cette chose-là. D'accord ? Ici, vous voyez qu'on a laissé des gaps ouverts, et ici aussi. C'est-à-dire que là, il y a un gap qui nous attend à 2365, et je pense qu'on va aller le refermer. En dessous, il n'y a plus de demande. Il reste un gap là, mais celui-là me semble très très loin. Il faudra vraiment que l'économie se dégrade pour qu'on puisse aller le chercher, celui-là. Celui-là aussi. Voilà. Et celui-là. Mais ça, je pense que ceux-là, on se les gardera pour plus tard. Mais celui-là, il me semble qu'il est atteignable. Et je pense qu'on ira se le faire, celui-là. Mais dans un premier temps, je pense qu'il faut commencer à alléger sur la zone ici. Voilà. Les 2400, là, il faut vraiment avoir encaissé du profit par là. Et après, on voit si on peut tirer un peu plus bas. Mais je ne viserai pas plus que ça, voilà, pour la partie S&P 500. Ok, donc target 1 sur le support parce qu'on est dans un marché en correction, donc on encaisse des gains sur les supports, mais comme on risque d'avoir un marché un peu catalysé par des baisses plus prononcées, je pense qu'on pourra probablement baisser un petit peu en dessous et péter les 2400 pour aller chercher peut-être un petit peu plus bas le gap, donc qui se trouve par là. Voilà. Pour être honnête, il est juste un peu plus haut, il est là le gap. Voilà. Donc je pense qu'on peut viser ça et ça correspondra pile poil avec notre bas de canal. Et vous voyez qu'on peut baisser très vite, hein. C'est-à-dire que là on pourrait atteindre ça début juillet. Voilà. C'est-à-dire que là, on est aujourd'hui mi-mai, on peut très bien se retrouver dans un mois et demi, 10-15% plus bas. Encore une fois, les baisses peuvent se débloquer très vite à Wall Street. Ce ne sera pas surprenant. Voilà. On sera sur des impulsions baissières correctrices. Et là, le timing peut être très brutal, comme il l'était ici. Hein. Voilà. D'un coup, ça commence à merder à Wall Street, panique à bord, tout le monde vend, on est en bas, et ensuite tout le monde rachète. Moi, c'est comme ça, je pense que ça peut se produire. Si on doit aller chercher la target max, ça se fera sur une panique à bord, c'est-à-dire un sell-off, une nouvelle vague de sell-off comme on l'a eu là. En fait, la même chose, je pense, un truc légèrement moins pentu, mais la même délire. C'est-à-dire au début, c'est un petit peu lent, et puis d'un coup, bam, panique à bord, tout le monde panique, tout le monde vend, et voilà.
Les raisons sont simples. Il y a eu des manipulations très évidentes sur le VIX, ce qui fait que, encore une fois, quand on manipule un marché, il y a une contrepartie qui va se mettre en place derrière. On est dans un marché qui n'a plus de liquidité sur le VIX. On est sur des niveaux complètement aberrants. Ça va se payer. Et quand ça va se payer, ça va se payer par quoi? Par un retour brutal de la volatilité. Vous avez compris ce que ça veut dire sur les actions. Des chutes verticales de prix, exactement comme on l'a eu la dernière fois. Peut-être pas aussi violent en termes de volatilité, d'accord? Je pense qu'on n'ira pas rechercher ce pic de volatilité. Je pense que sans problème, on peut revenir chercher cette zone-là, la zone des 30-32. Mais encore une fois, 30-32 dans une deuxième vague de baisse, pour moi, sur le S&P 500, ça correspond avec cette zone de prix. Celle-là au minimum et peut-être même celle-là. Sur une petite zone de panique, vous voyez, sur un petit effondrement à un intraday, on peut sans problème venir chercher ces prix. Regardez, en termes de valo, ça fait du 3%. C'est-à-dire que sans problème, quand on fait une journée de moins 4, moins 5, on peut le lendemain aller enfoncer 3% de plus, juste comme ça pour aller emmerder quel monde et déclencher quelques stops et refermer ce gap. Voilà. C'est vraiment, là je pense qu'il y a un aspect technique et par contre une fois qu'on arrive sur ce gap, je pense que là il faut limiter le marché, voire même commencer à prendre des achats ultra spéculatifs avec des très faibles leviers bien entendu. Mais il me semble que quand on arrive là, vraiment là il faut s'arrêter. Je vous donne le prix, exactement comme ça, vous l'aurez déjà en tête, 2370, je pense qu'il faut s'arrêter. Sur le S&P 500, là voilà, 2370, c'est stop. Ici, il n'y a plus de vente possible. Et je pense qu'ici, par contre, il faut même commencer à penser à des premiers achats. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous donner aujourd'hui? L'euro-yen. Donc j'ai trouvé ma zone de vente sur l'euro-yen, je vais vous la décrire. Donc voilà, regardez en daily, Hier, la grosse mèche haute. Aujourd'hui, on s'en fout, le marché remonte. Donc, je pense que ce n'est pas encore vendeur, ce truc-là. Et je pense qu'on va aller chercher un peu plus haut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la zone ici, 131,85. Je rentre ici, sur limite. Je ne cherche pas à comprendre signaux, pas signaux. Je regarderai les signaux qu'on aura après. Mais je veux ce prix parce qu'il est très intéressant et qu'il y a énormément de clusters techniques qui pointent vers cette zone. Donc je prends 131,80 sur le Royen si ça m'est proposé sur la partie Eurodoll. Je pense qu'on est en train de chercher un point B sur cet ancien support. C'est-à-dire, hop, vous voyez, on fait le exit ici. C'est là où moi j'ai encaissé mes gains sur l'Eurodoll. On pète le support. On revient ici, mais on va revenir le valider, je pense, pour trouver un point B. Ce qui m'intéressera donc, ce sera un point C. Dans cette même zone de timing, j'ai appliqué le Fibonacci Time, tout comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est dans cette zone-là que ça m'intéresse de choper des ventes. Donc soit sur ce niveau de prix 1,2124, 1,2125 on va dire, et 1,2075 sont les deux prix qui m'intéressent sur l'Eurodoll, sur condition de signal vendeur bien entendu. Aujourd'hui, je rajouterai Boeing dans le portefeuille, soit sur ce niveau de prix, j'aimerais l'avoir 350-40 si ça venait à monter pour une raison X ou Y. Sinon, je le prends en cassure de support, c'est-à-dire que si on pète le support à 341 aujourd'hui, avec clôture, je veux qu'on clôture, enfin voilà, dès que j'ai une clôture daily sous 341, j'y vais. Alors je vais mettre l'alerte d'ailleurs, je vais aller le faire comme ça. Vous voyez que là, on commence à faire des mèches hautes, des mèches hautes, des mèches hautes. Soit on vient chercher la zone de prix qui m'intéresse, là où il y a vraiment une grosse résistance. Je vous ai expliqué comment je l'ai trouvé. Soit on a déjà trouvé la résistance sur cette mèche haute. Là, on est déjà en train de préparer les baisses. Dès qu'on clôture sous les 341, pour moi, c'est terminé. Je peux même dire clôturer ici. Donc là, vous voyez, en fait, dès qu'on clôture sous 342,11, c'est-à-dire en fait, dès qu'on clôture sous celle-là, 342,41, donc je vais mettre là. Hop. Alors, ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça avec les... Alors, petite astuce, si vous voulez avoir des alertes en clôture sur un niveau de prix, il ne faut pas mettre les alertes comme ça. Voilà, parce que là, vous n'avez pas l'option. Mais regardez, si je viens là, hop, que je mets ça, on va faire... comment on va la marquer? On va mettre validation, voilà. Donc là, je choisis mon niveau, donc légèrement sous le prix de clôture d'avant-hier. Et là, je vais rajouter une alerte. Et là, vous voyez que vous avez l'option On Spare Bar Close. Voilà. Et là, je peux avoir la clôture et en daily. C'est-à-dire que là, en daily, dès que ça clôture, voilà. Donc, Boeing, short. Voilà. Dès que Boeing clôture ici, c'est short. Donc, encore une fois, c'est à vérifier à chaque fois. D'ailleurs, je ne vais pas faire ça, voilà, en fait, parce qu'effectivement, il faut vendre avant la clôture du cash. Donc, attendez.
Voilà, en fait, je vais aller me mettre une alerte de calendrier. Donc tous les jours jusqu'à la fin de la semaine, à 21h50, j'irai vérifier si le marché clôture sous 342 $, je rentre short sur Boeing. Sinon, je rentre sur ordre conditionnel à 350,50 et 350,25 pour être précis. Donc 350 $ et 25 cents, je vends Boeing avec un stop. Donc je vous donne l'invalidation globale. On va faire encore une fois positionnement de A à Z. Stop au-dessus de la dernière résistance ici. Je vous explique pourquoi ici c'est une résistance. Regardez, ici on a gapé. C'est-à-dire que là on a eu gap haussier. On a tenté de la tenir et le jour suivant, grosse invalidation, clôture du gap, clôture tout en bas. Ici les vendeurs ont pris la main. Donc si les vendeurs cèdent cette zone, au-dessus il n'y a plus rien. C'est-à-dire au-dessus c'est le sommet historique. Je pense qu'ici on peut sans problème gérer son risque avec un stop ici. Donc je mettrai l'invalidation là pour ce scénario-là. D'accord. Donc au-dessus de ça, ça veut dire qu'à Wall Street, ça ne veut pas vendre ses actions, et qu'au contraire, on veut les tenir pour les vendre plus cher, et dans ce cas-là, je ne veux pas être contre ces gens-là. Là, ici, c'est donc le prix d'entrée. D'accord. Donc ici, je vous le remets, c'est l'entrée vendeuse, en ordre conditionnel. Ce prix-là, je le prends. Je ne cherche pas à comprendre, je cherche pas à aller plus loin. Ce prix-là, en fait, c'est le plus bas qu'on ait coté sur la journée qui a précédé l'invalidation. C'est-à-dire ici, c'est là où on a essayé le support acheteur. Donc pour moi, c'est là où en fait les acheteurs se sont fait piéger. Et c'est donc sur ce prix-là que je vais essayer de piéger à nouvelle fois les acheteurs et de les reprendre à contre-pied pour les vendre. Donc moi, c'est ce prix-là qui m'intéresse pour des raisons donc techniques, mais pas que. Voilà. On verra qu'en intraday, il y a des choses qui pointent aussi vers ce truc-là. Maintenant, il faut être conscient que là, le marché il est déjà en train de buter et de faire des mèches hautes. Donc dès qu'on y va, dès que ça baisse, moi j'y vais. Voilà. Je pense que c'est mature à vendre Boeing, mais il peut y avoir une petite demande de prix légèrement plus haut, dans laquelle évidemment je suis prêt à me positionner en conditionnel. Donc il y aura une entrée vendeuse ici, il y en aura une deuxième en cassure du plus bas là. La validation maintenant, elle se passe ici. D'accord. Dès qu'on revient dans le milieu de la structure d'accumulation, vous voyez bien, écartement de la volatilité, creux et sommet, sommet ascendant, creux descendant, et là, contraction, on commence à faire l'inverse. C'est typiquement une structure en diamant, elle n'est pas très académique en termes de timing, mais ça reste une structure élargissement puis contraction, c'est une structure de retournement par excellence. Le contexte, je ne vais pas y passer par 107, c'est pure bulle, voilà, on verticalise. Là encore, même chose, il y a un an, il y a un an et demi, il y a 2 ans, voilà, regardez, par exemple en mai, il y a 2 ans, ça se payait 129 $ Boeing. 2 ans plus tard, on est à 356 et ça ne choque personne. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, enfin je sais pas, je vous dis, c'est comme Apple. Je vous ai posté ce tweet il n'y a pas longtemps. Apple, il y a 2 ans, ça coûtait 2 fois moins cher et ça ne choquait personne. Pourquoi aujourd'hui, le fait d'être 2 fois plus cher, ça paraît normal? C'est complètement crétin, enfin. On paie des profits qui n'arriveront pas. Donc de toute façon, il faut arrêter au bout d'un moment. Là, tout ce qu'on fait, c'est payer de plus en plus cher chaque dollar de profit sur des entreprises qui certes font des profits, mais qui n'en feront pas ad vitam aeternam. La croissance est un cycle, tout comme la récession est la contrepartie de ce cycle. On arrive probablement proche de signaux récessifs. Si ce n'est pas déjà en train de se mettre en place, il faut arrêter de payer des profits qui n'arriveront plus. Voilà. C'est complètement hors contexte aujourd'hui d'acheter des actions, et encore plus quand on les achète à des prix aussi exorbitants que ce qu'ils sont. Ça ne peut être acheté que pour une seule raison, et je vous en ai déjà parlé maintes fois, si Wall Street entre dans un schéma de bulle. C'est-à-dire si à Wall Street, on commence à quitter le sol et à se dire, bon allez, au final on s'en fout, on va juste vendre les actions le plus cher possible, à qui veut bien les acheter? Encore une fois, si vous êtes assez bête pour aller les acheter, moi, honnêtement, c'est votre problème. Mais je pense qu'il ne faut pas acheter d'actions dans tous les cas. Les vendre, oui, mais sous condition. Et s'il y a une bulle, il faudra attendre que la bulle explose pour le faire. Donc il faudra accepter d'être patient. Si Wall Street veut partir en bulle, il faudra les laisser faire les cons d'abord. Donc pour l'instant, moi j'attends donc de pouvoir valider cette oblique baissière. Donc j'attends de pouvoir valider ce sommet. Donc comme je vous l'ai dit, je veux voir des cassures de support ou je veux venir chercher mon prix résistant pour avoir ça. Donc ça reste pour l'instant spéculatif. J'attends donc d'avoir ce sommet validé. Une fois que j'ai ce sommet, dès qu'on franchit la médiane, vous voyez qu'ici il y a un petit gap et c'est le niveau de break. C'est donc ici que je valide. Pour le stop break-even, ça se passe évidemment dans la partie basse. C'est-à-dire qu'il n'y a que ici qu'on peut se mettre break-even. Hop. Avant, soit vous payez votre stop en validation, soit comme moi, vous maintenez tout votre risque. Moi, je maintiens tout mon risque dans ce truc-là. Je n'ai pas peur de prendre une perte, encore une fois. Les pertes font partie du trading et ce n'est pas un truc à blâmer. Voilà. Et par contre, évidemment, dès que le stop BE est validé et dès qu'on passe sous le support, c'est-à-dire je pense qu'on peut même valider dès les clôtures. Voilà, ici, il me semble que c'est là où il faut commencer à déclencher les ventes.
et passer sur des positions plus leveragées. Alors là, par contre, je vise loin. Voilà. Alors, je limite les prix, c'est-à-dire qu'ici, je ne viserai pas plus bas que ça. D'accord ? Cette target max, elle vient ici. C'est le premier petit support qu'il y a, d'accord, avec clôture d'un gap qui a été laissé ouvert. Non, il n'y a pas de gap. Ah si, il y a un gap là. Voilà. Donc, il y a ce gap-là qui peut attirer les prix. Donc, moi, je dirais target max vers la zone de ce gap, ici. Ça me semble normal. C'est ici qu'il faudra s'arrêter, je pense, sur Boeing. Vers la zone là, qui correspond en plus ou moins à 38% de retracement. Donc dans cette zone-là, il faut limiter ses ventes. Il ne faut pas rester vendeur en dessous de ça. Ça fait quand même une grosse décote. Hein. Ça fait passer de 350 $ à 250. Ça fait quand même 100 $ de chute. Encore une fois, c'est proportionnel à la crétinerie haussière qu'il y a eu sur Boeing. Maintenant, il ne faut pas non plus... c'est un scénario à haut risque. Ça s'appelle vendre une action qui monte. Ça s'appelle jouer un éclatement de bulle. C'est quand même, encore une fois, des scénarios qui rapportent beaucoup, mais qui sont associés à un fort risque. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous donner. Je surveille bien évidemment Apple sur les mêmes raisons. Hein. D'accord, Apple qui est sur son sommet historique et qui est en train de montrer des signaux d'essoufflement notables. On est bien en train de repasser bear, le momentum confirme. Donc moi, je ne passe pas encore vendeur d'Apple parce que je le suis déjà. Mais par contre, je vais renforcer si on se remet à baisser. Je pense qu'on est sur des signaux clairs de vraie fin de tendance. Et là, par contre, je n'ai plus peur de le dire. J'ai tradé la possible formation du diamant ici. D'accord ? Ça m'a permis de récupérer des gains. C'est grâce à ces gains que je revends comme un cochon aujourd'hui ou demain. Si ce signal est validé, j'y vais. Et Apple, je vous le dis encore une fois, c'est un truc. Je ne m'amuserai pas à prendre mes profits à 145 cette fois sur Apple. Là, on a bien fait les cons. Je pense que sans problème, on peut diviser par 2. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'arrête pas tant qu'on n'est pas à 125, 120. Cet énorme gap qui, pour moi, n'avait aucune justification. Je pense que c'est ici qu'on revient. Et encore une fois, ça nous ramène où ? Sur des niveaux qu'on cotait au début de l'année précédente. Ça n'a rien de cataclysmique. C'est cataclysmique et ça, c'est débile. Et ça, encore une fois, c'est une structure de fin de tendance. C'est ce qu'on appelle un biseau d'élargissement. C'est tout sauf haussier. On ne brise jamais un biseau d'élargissement par le haut, en fin de tendance. Ça n'arrive jamais. Voilà. Donc là, soit Apple est complètement bullesque, mais alors dans ce cas-là, il va falloir viser des trucs complètement fous de type 300, 350 $ pour Apple. Soit Apple se pète la gueule et on revient sur des supports. Et les supports, pour moi, c'est ce gap. Voilà, donc à surveiller, mais je reste vendeur d'Apple, je pense, et je vous le maintiens depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, cet actif-là est complètement surévalué par la cote américaine. C'est le fleuron de la connerie ambiante. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple, on sait que c'est mal barré pour la suite, enfin en tout cas que ça ne vaut pas son prix et que les profits ne seront plus vraiment au rendez-vous. En tout cas, il n'y aura pas de hausse de profitabilité de Apple. Ça distribue plus de dividendes, donc on n'a plus de rendement sur la valeur et le prix va probablement baisser ou en tout cas stagner à cause de la prise des à cause de la non-augmentation de la profitabilité de l'entreprise. Donc l'entreprise va maintenir au mieux son niveau de profitabilité, au pire on entre en récession et du coup ils vont perdre des profits, enfin ils vont engranger moins de profits sur l'année, ce qui veut dire comment voulez-vous maintenir une telle capitalisation au plus haut ? Non. Les gens qui détiennent du Apple vont en revendre puisqu'ils n'auront plus d'espoir de dividendes et qu'en plus de ça, la valorisation va probablement chuter. Donc c'est tout simplement vendre pour racheter à meilleur prix. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre Apple et qu'Apple c'est de la merde et qu'on n'en touchera plus jamais rien. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, Apple, ça risque une décote de 30%. Pourquoi vous voudriez rester investi sur un truc qui va perdre 30%? Autant le racheter 30% plus bas. Moi, c'est ça la seule logique que j'ai sur Apple, parce que j'ai reçu un mail de quelqu'un qui m'a dit « Phil, il faut que tu arrêtes Apple, c'est quand même une grosse société, un machin, et tu dis c'est de la merde Apple. » Bon, oui, c'est des abus de langage. Pour moi, Apple, effectivement, c'est de la merde parce que ça ne vaut pas ce prix-là. Mais encore une fois, ça vaut quand même un prix notable. Apple, ça restera toujours une grosse capitalisation américaine. Et je vous dis, si ça chute, ce ne sera pas une valeur isolée. Si ça chute, c'est toute la cote à Wall Street qui va se péter la gueule. Et surtout le secteur tech qui a été suracheté. Donc il n'y aura pas que Apple qui va baisser, mais il me semble que Apple, c'est une des valeurs sur lesquelles j'ai le plus de confiance en termes de vente. Et je peux me tromper encore une fois, hein, mais pour moi, on est sur ce tentative de break qui est une tentative de break dans un range, d'accord, et voit bien la constitution donc, de ce biseau d'élargissement.
Dans une structure en biseau d'élargissement, la dernière vague échoue à venir chercher la résistance. Ce qui fait que là, comme j'ai la target sur la résistance, je pense qu'on va échouer ce break et que le signal de vente en termes d'indicateur sera l'invalidation de ce break. D'accord ? Mais moi, je vais rentrer par anticipation sur ce niveau de prix parce que c'est un niveau technique que j'avais sur mes graphiques depuis très longtemps et je pense qu'ici, on s'arrête sur Apple. C'est la fin. Pour moi, Apple, c'est fini. C'est-à-dire que là, on arrive sur la fin du cycle haussier d'Apple qui a commencé donc en 2009. Et maintenant, je pense qu'on est sur des phases de retracement dont la première vague targetera, je pense, ce gros gap qui n'a aucune justification pour rester ouvert. Donc, je dirais 120 première target sur Apple. Allez, 125, 130 pour commencer à encaisser, 120 pour encaisser complètement. Et c'est probablement une baisse de type ABC qui se mettra en place, c'est-à-dire A, B, C. Et après, on rachète Apple. Ici, moi, honnêtement, l'économie américaine toujours en bonne santé, toujours en bonne santé. Si elle reste en bonne santé et qu'on n'est pas vraiment dans une grosse récession bien sale, bien moche, je ne vois pas de raison de ne pas acheter Apple. Voilà. Mais encore une fois, ça fait quand même une bonne décote sur Apple. Là, ça fait 50% de baisse. À ce prix-là, moi, je suis prêt à en acheter sur des supports de long terme, sur des prix où effectivement il y a une rationalisation de la capitalisation. Là, c'est intéressant, je pense, d'acheter du Apple post-récession. Mais encore une fois, moi je pense qu'à horizon 2020, on va se péter une récession. Voilà. Je ne sais pas quand elle va commencer, je ne sais pas si on va coller une bulle d'abord, mais si on colle une bulle, la récession sera plus longue, d'accord. Et encore une fois, c'est des schémas que j'ai dans la tête, je ne sais pas lequel le marché choisira. J'attends d'avoir les indices. Pour l'instant, les indices me laissent à penser qu'on est sur des niveaux de valorisation très 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 dangereux sur les actions, les gros composants des indices, les Apple, Tesla, Facebook, Google, Amazon, Boeing. Et je me dis, si ces trucs-là ont 30% d'appel d'air sous les pieds et que le marché les met à profit, comment voulez-vous que les indices restent haussiers ? Les indices lâcheront probablement 15-20% également, enfin 10-15%, parce que, attention, et ça c'est important, et je vais terminer là-dessus parce que c'est vraiment important, si vous regardez le Russell 2000, oui c'est RUT, c'est ça, voilà. Le Russell 2000, voilà. Les petites capes américaines, les small et mid, sont haussières. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Les small et mid, il y a un relais de croissance ici, mais par contre, là où ça va probablement merder dans la cote américaine, c'est à cause des géants. Je pense que les géants sont bien trop pondérés dans les marchés, enfin dans les portefeuilles, et que malheureusement, ça risque de se distiller. Et par contre, cet argent-là risque de profiter aux petites capitalisations, petites et moyennes cap, qui, je pense, elles ont vraiment un potentiel de croissance. Et à mon avis, s'il doit y avoir appréciation et valeur à tirer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et pendant l'été et jusqu'à la fin de l'année, c'est ici que ça se trouve, et pas sur les grosses capis. Si on arrive à faire payer les grosses capis, c'est que c'est une bulle, parce qu'elles n'ont plus aucune justification technique à être achetées, ces valorisations. Maintenant, si elles sont payées, encore une fois, je ne me mettrai pas en face, je déclencherai des stops, j'accepterai ma perte, ça ne m'aura pas coûté grand-chose, encore une fois, je me serais juste planté 2 scénarios, mais encore une fois, je ne peux pas savoir ce que le marché va faire, je ne peux que spéculer et me positionner à bon prix. Moi, je pense qu'on n'est pas en direction d'une bulle, qu'on essaie de nous le faire croire, mais que ça n'arrivera pas. Si ça arrive, je ne lutterai pas contre ça. Voilà, c'était donc la petite explication de fin d'émission. Bon, de toute façon, vous savez, je vous en parle déjà depuis plusieurs jours. Et encore une fois, je vous martèle souvent le même message pour que ça rentre. On ne lutte pas si une bulle arrive. C'est vraiment le message que j'essaie de vous transmettre parce que c'est tout l'enjeu des prochaines semaines et des prochains mois sur les marchés actions, de savoir si Wall Street ferme les œillères et avance tête baissée en mode taureau affamé de sang, assoiffé de sang, ou si... au contraire, c'est les bears qui arrivent et on chute sur les actions qui coûtent beaucoup trop cher.